Bonsoir à tous, bienvenue à Devenir infirmier, consacré aux émotions ressenties par les soignants. Cette vidéoconférence, ce mois-ci, vous est proposée sur une idée des étudiants infirmiers de l'IFSI Saint-Louis. L'IFSI Saint-Louis, un des 4 IFSI rattachés au groupe hospitalier universitaire APHP Nord. Donc les 3 autres, nous allons les citer, sont les IFSI Louis Mourier, Bichat et Beaujon. Alors les émotions. Dans leur pratique professionnelle, les soignants sont confrontés à la détresse, à la souffrance d'autrui. La souffrance est une expérience universelle. Les émotions s'invitent lors des prises en soins. Alors, peut-on dispenser des soins avec la volonté d'aider une personne qui souffre sans se mettre soi-même en situation de détresse et sans altérer la relation soignant-soigné? Alors Sandrine, ce soir, nos invités sont des soignants en devenir, soit déjà plus expérimentés, et je suis sûre que tu as hâte de nous les présenter, de leur donner la parole. Alors c'est vrai que l'objectif de ce live aujourd'hui, en fait, c'est de témoigner de ces émotions qui traversent le quotidien des soignants. Et souvent, à la prise de poste, et peut-être que Pauline pourra témoigner sur cela, en fait, ce qui attire en fait les étudiants en soins infirmiers, c'est aussi et l'aspect technique du métier d'infirmière, mais aussi la dimension relationnelle. Il peut y avoir une opposition entre ces émotions dans la théorie, les émotions qui sont traversées au quotidien, que ce soit en lien soit avec des situations de travail plus ou moins complexes, avec peut-être parfois une confrontation des valeurs par rapport à une charge de travail à assumer, mais aussi les situations de soins. Des situations de soins de plus en plus complexes également. Et on a la chance finalement d'avoir le témoignage de 2 équipes. Les équipes en fait du DMU de DHI, en fait d'hématologie de l'hôpital Robert Debré et de l'hôpital Saint-Louis, et de l'équipe du service de chirurgie de l'hôpital Robert Debré également. Ce que je vais vous proposer à chacun, c'est de pouvoir Étudiante aussi. Oui, excusez-moi. Et donc, Pauline, qui est étudiante en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Louis en 2e année, puisqu'on s'attache sur chacun des lives à donner aussi la parole aux étudiants. Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de dire un petit peu la spécificité de votre service et de vous présenter les uns et les autres. Et puis ensuite, on vous donnera la parole sur ce sujet des émotions. Qui veut bien commencer cette présentation? L'équipe de chirurgie, par exemple. Du coup, je m'appelle Rémi Charavin, je suis infirmier d'éducation thérapeutique et aussi référent stomathérapie sur l'hôpital Robert Debré. Je suis basé en consultation de chirurgie viscérale. J'ai aussi 2 collègues à mes côtés, Ignacio et Capucine Sauk. Et on est amené à travailler sur tout l'hôpital pour des avis ponctuels et des soins aux patients, ainsi que des consultations externes des patients de chirurgie en lien avec notre spécialité. Je suis Eliane Josserafet, psychologue en chirurgie viscérale et urologie pédiatrique. Je travaille dans ce service depuis 2016. Donc, je travaille et en hospitalisation et en consultation, donc beaucoup en partenariat avec l'équipe d'éducation thérapeutique. Et donc, je rencontre les enfants pris en charge dans le service de la naissance jusqu'à leurs 18 ans et en fait également beaucoup les parents, puisqu'on a beaucoup de bébés, notamment dans l'unité de soins continus où travaille Ophélie. À la fois un travail dans l'aigu, mais aussi au long cours auprès des enfants et des parents. Je suis Ophélie, auxiliaire de périculture du USC de chirurgie. Je travaille dans ce service depuis 2 ans. Et du coup, ce service, il y a différentes spécialités. Donc, on a de l'ORL, de la viscérale, de l'orthopédie, de la stomatologie. Et c'est un service très intéressant parce que c'est très divers. Il y a énormément de soins, des patients qui restent plus ou moins longtemps hospitalisés avec nous. Donc, voilà, on les suit du début, donc après le bloc, jusqu'à leur sortie ou leur transfert dans différents services selon leur spécialité. Alors, du coup, là, on bascule sur le service d'hématologie. Donc, moi, je suis Cyril Boutet, je suis psychologue, donc clinicien, avec une spécialisation en psychologie de la santé, en psycho-oncologie, donc l'accompagnement des adultes ou des enfants atteints d'une maladie grave, chronique,
cancéreuse. Donc moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les hôpitaux dans cette spécialité-là. Et en hématologie, on accompagne les enfants effectivement aussi de la naissance et jusqu'à la majorité, des enfants qui sont atteints donc, de leucémie aiguë lymphoblastique ou myéloïde. Et lorsqu'il y a besoin pour ces enfants d'aller jusqu'à la greffe, on les accompagne aussi tout du long de ce processus de greffe. Bien évidemment, les enfants, mais aussi les fratries et leurs parents, tout du long du parcours de soins, sachant que le psychologue qui entreprend cet accompagnement-là de l'enfant reste le même tout du long du parcours de soins, quelle que soit sa durée. C'est Camille, je suis infirmière en hématologie depuis 5 ans. Cyril a tout dit. Du coup, c'est un service assez spécifique qui cible du coup les pathologies malignes comme non malignes. Ce sont des enfants qui restent entre 1 et 6 mois dans le service. Un service un peu spécifique parce que ce sont des enfants qui sont isolés dans leur chambre, qui n'ont pas vraiment d'accès à l'extérieur et la salle de jeu, qui n'ont pas vraiment de contact avec leurs familles proches, notamment les frères et sœurs, au long de l'hospitalisation. Moi, c'est Marine. Je suis auxiliaire de puériculture dans le service d'hématologie depuis 6 ans. C'est Laura Zema, je suis infirmière à Saint-Louis, service AJA, donc c'est adultes et jeunes adultes et adolescents. Je travaille là-bas depuis 2 ans. C'est un service dans lequel nous accompagnons les patients atteints de leucémie, ainsi que les patients atteints de leucémie. Alors, je vous propose de rester en fait sur entre guillemets votre spécialité et de nous dire, voilà, dans les situations de soins, dans les situations que vous avez pu rencontrer, quelles sont les situations qui peuvent susciter le plus d'émotions pour les soignants? Lorsqu'un enfant ne va pas bien, c'est vrai que nous, on le sait. Et il faut, chez le jeune enfant, chez le bébé notamment, ça va parce que bon, il va pas forcément, va pas trop comprendre, mais bon, ça va être plus facile de ne pas lui montrer nos émotions. Mais quand ils sont grands, quand ils sont en mesure de comprendre, ou pour les parents, là, ça va être un peu plus compliqué de nous, de rester un peu neutre et de faire nous nos soins dans l'urgence ou pas, mais de faire nos soins sans montrer forcément que nous, on est inquiet, parce que forcément, si nous, on est inquiet et que ça se voit, le parent ou l'enfant va tout de suite le ressentir et ça va encore plus l'inquiéter de nous-mêmes nous voir inquiets. Des réactions par rapport à cette notion enfin, de gestes douloureux, justement, est-ce que c'est des situations que vous rencontrez fréquemment qui suscitent l'émotion chez vous? En hématologie, on fait pas mal de soins qui sont douloureux, comme des myélogrammes, c'est des ponctions osseuses, des ponctions lombaires également, injection de chimiothérapie, des choses qui sont répétées, c'est des soins qui sont répétés et reconnus par l'enfant. Et au fur et à mesure des semaines d'hospitalisation, on reconnaît un petit peu et sait quand est-ce que ça va arriver. Donc, on va aussi ce qui va se passer, on fait tout pour que ça se passe bien, mais il y a forcément une appréhension pas. C'est des moments avant le soin qui sont stressants, autant pour le parent que pour les enfants. Ce sont à la fois des gestes douloureux, mais à la fois des gestes impressionnants. Parce que le myogramme, c'est quelque chose Invasif. très invasif. Le médecin, il force beaucoup pour pouvoir réaliser son geste. C'est un peu, on peut dire que c'est violent. Il y a tout un rituel de prémédication, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de douleur ressentie par l'enfant, c'est important de le préciser. Mais effectivement, en fait, les émotions de l'enfant et des parents s'alignent et elles collent aussi au protocole de soins. Et à chaque étape de soins, effectivement, il y a des émotions qui vont être associées à ça. Et moi, en tout cas, en tant que psychologue et de collègues aussi, parce qu'on est 3 en hémato, c'est bien sûr d'anticiper cela et de le préparer avec l'enfant et les parents. Mais c'est vrai que du diagnostic à l'annonce des thérapeutiques, au myélogramme, à la pose aussi d'une sonde nasogastrique, tout ça, effectivement, est associé à un certain nombre d'émotions. Et en fait, effectivement, de jour en jour, l'enfant
se sent de plus en plus attaché à la fois au pouce-seringue, puis la sonde, puis il faut faire pipi dans des sacs parce que tout ça est analysé, puis je peux pas sortir de cette chambre parce que c'est aussi cette chambre qui me protège puisque j'ai un système immunitaire un peu affaibli. Donc en fait, tout ça, tabou, effectivement, donne une sensation d'abord de punition chez l'enfant. Donc, il faut vraiment désamorcer ça au tout début. C'est pas de sa faute. C'est de la faute à personne, en tout cas, s'il est là. Et donc, il y a beaucoup comme ça de fantasmatiques à vraiment prendre en compte et à couper pour démarrer, en tout cas, la prise en charge. Mais il y a bien d'autres émotions tout au long du parcours jusqu'à la greffe. Nous sommes partis un petit peu vite ce soir et nous n'avons pas laissé la parole à Pauline de se présenter. Donc, on va y revenir tout de suite. Dites-nous qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Du coup, je m'appelle Pauline, je suis étudiante en soins infirmiers en 2e année à Saint-Louis. Je suis en semestre 4 parce que c'est les rentrées en décalé. Et faut pas dire de plus pour le moment, j'ai 25 ans. Oui, c'est bien. On voulait quand même donc, les émotions ressenties par les soignants. Qu'est-ce que vous avez en tant qu'étudiant? Vous avez été confronté? Alors, bien sûr, déjà, je pense que c'est obligatoire dans cette initiative. De toute façon, on a forcément diverses émotions plus ou moins fortes, plus ou moins supportables, je pense. Et moi, pour le moment, enfin, en fait, ce qui est particulier, c'est que du coup, je suis avec des équipes qui sont principalement en pédiatrie et j'ai pas encore fait de pédiatrie. Donc, mon pédiatrie arrivera à la fin du mois. Et justement, pour le moment, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est au contraire les adultes, par le fait qu'il y a une conscience très forte de ce qui est en train de leur arriver. Et parfois, il y a des échanges très forts qu'on peut avoir avec les patients et qui... c'est difficile d'y réagir. Et en tant qu'étudiant, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui nous manque un petit peu dans la formation. Il n'y a pas précisément de moment où on nous explique comment réagir face à telle ou telle situation émotionnelle. On va réagir face à des situations de soins à proprement parler. Mais l'émotion telle qu'elle, on nous en dit. Et alors, ces émotions, c'est quoi? Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la peur. Absolument. Les émotions. Absolument toutes, justement. Par les soignants. Absolument toutes, justement, parce que quand il y a une évolution positive dans une pathologie d'un patient, c'est souvent beaucoup de joie, beaucoup de soulagement et à l'inverse, quand il y a une dégradation ou tout simplement que ça ne bouge pas, on perd un peu espoir ou on colère. Je pense que j'ai dû traverser toutes les émotions possibles depuis mon année et demie dans la formation, en tout cas. Justement, tout à l'heure, on parlait de la prise en soin, en fait, des parcours un peu complexes, et notamment avec les angles hémato. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, sur des émotions? En fait, on parlait de la phase des traitements, ce qui était protocole, l'aspect diagnostic, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour vous en tant que soignant sur ces différentes situations? Pour ma part, l'émotion, je pense que, elle peut pas être complètement détachée du soignant. Et pour moi, elle m'anime vraiment dans tous mes soins. Et je pense même qu'elle aide à tisser une relation de confiance avec les patients, avec les parents. C'est aussi quelque part rendre le soin humain. Après, effectivement, il faut réussir à établir un juste milieu où l'émotion, en fait, a un sens dans mon métier, dans ce que je fais, mais ne doit pas non plus entraver complètement la pratique. L'émotion n'est pas forcément... c'est pas quelque chose de négatif. Des fois, elle est souvent dépeinte comme quelque chose peut-être un peu handicapant. Pour moi, c'est... Tout à l'heure par rapport au témoignage de Cyril, que du coup l'émotion en fait du soignant ou de l'enfant et de la famille par rapport à son parcours de soins finalement vient percuter
en fait, le soignant dans son quotidien? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça, Rémi, Céline? Justement, on dit dans le quotidien, parce qu'il y a ce qui se passe quand on est sur nos heures de travail, qui nous impacte émotionnellement et avec ce qu'on peut accepter et accumuler, et qui forcément nous suit après le vestiaire en changeant, même s'il y a dans des services où on a une relève avec une équipe de nuit, le geste d'enlever sa blouse aide aussi à se libérer de ses émotions. Mais dans le cadre de profession où il n'y a pas une relève et on laisse le bureau le lendemain, par exemple pour ma part, où on est en éducation thérapeutique, donc il y a des patients qui ont une pathologie chronique, qui ont des soins à faire et qui soient autonomes là-dessus, forcément, chaque jour, il y a des victoires, mais chaque jour, il y a aussi un sentiment de frustration, pas dans le fait de l'échec, parce qu'en fait, avec l'expérience, j'ai appris que le temps aide vraiment à ce qu'on puisse faire les choses et arriver à ce qu'on voudrait pour nos patients, et quels sont aussi leurs objectifs personnels. Parce qu'il y a ce qu'on veut nous et ce que lui il veut, ce n'est pas la même chose, et bien sûr ce que veut le médecin, et tout ça est encadré par des protocoles qui nous en se disant est-ce qu'on fait le bon geste ou la bonne démarche ou une mauvaise démarche, et c'est plus parfois avec la situation, mais on se dit a posteriori, on est beaucoup dans l'analyse de ce qu'on fait, on se dit on n'a pas été à ce moment-là, on arrive toujours à pouvoir se rattraper dans cette situation. Quand on a préparé ce sujet, certains d'entre vous ont parlé de la proximité à l'enfant, à la famille, parce que comme on le voit en fonction en fait, des parcours de soins, le parcours de soins il peut être plus ou moins long pour l'enfant et sa famille. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je pense que quand on a un enfant du coup, au quotidien de la famille, on va prendre en charge l'enfant, le même enfant. On va entre guillemets tout vivre avec eux, l'annonce du diagnostic, des traitements, de la pause du cathé, des refus, des échecs de thérapeutique. Et tout ça, on est au bon moment avec eux. Ça se passe. Avec les parents qui sont là toute la journée, qui mettent en place un petit peu leur à l'extérieur, qui s'occupent moins de leurs enfants, de leurs autres enfants qui ont du mal à sortir de la chambre parce qu'ils sont quand même là dans une routine. Les choses se prolongent. On va travailler, on va rentrer à la maison, et c'est là que l'enfant reste plus souvent seul. Parce qu'on prend l'enfant mais des soins qu'on fait, c'est au quotidien, les repas, les jeux, les petites sorties quand c'est possible, la toilette. Ça, on le partage avec l'enfant et on fait un petit compte rendu aux parents, et du coup, voilà, ils nous racontent un petit peu leur vie de dehors et on raconte ce qui s'est passé à l'hôpital. On est vraiment dans le quotidien. Parfois, cette proximité, elle est nécessaire finalement pour l'enfant, et parfois elle peut être un petit peu difficile à vivre. Parce qu'au final, quand on s'occupe d'un patient pendant un certain temps, les parents se reposent beaucoup sur nous. Et en fait, il y a 3 infirmières et 3 auxiliaires dans 12 lits. Et quand un binôme, en tout cas, qui est en charge de l'enfant depuis plusieurs jours, est occupé et ne peut pas répondre aux besoins de l'enfant ou du parent, c'est compliqué ça à entendre pour les parents et pour l'enfant que c'est moi qui vais m'occuper de toi, qui vais faire un soin, ou en fait il se repose beaucoup sur nous, il veut ce soignant-là et pas un autre. Des fois c'est vrai que ça peut être pour le coup un peu compliqué, même pour nous des fois, quand c'est des hospitalisations qui sont longues, c'est important aussi de passer la main et qu'il voit un autre binôme, autre soignant pour il y a aussi avoir un autre regard, avoir une autre prise en charge. Soigner, ce n'est
gérer des émotions. Bon, c'est plus vrai. C'est fatigant, tout à fait. Oui. Mais Alors, c'est qui veut témoigner là? Comment on régule cela un petit peu? Est-ce qu'on est soignant? Moi, avec Eliane. Allez-y. Non, mais pour ma part, je parle beaucoup avec Eliane, qui du coup est une collègue directe, pas juste parce qu'elle est psychologue, mais juste parce qu'on est collègues directs et l'échange entre nous, avec nos collègues directs, paramédicaux et médicaux, aide aussi à pouvoir partager ce qu'on a ressenti dans une pièce de 7 mètres carrés, ce qu'on a raconté toute leur vie, améliorer leur quotidien. C'est nos échanges qui aident. Dans la formation de psychologue, ce qu'on apprend justement, c'est à travailler avec nos propres ressentis. Et en fait, c'est comment, en étant à l'écoute de nos propres ressentis, on va permettre à nos patients d'avancer. Et ce que je trouve très intéressant à l'hôpital, c'est justement ce travail de partage qu'on peut faire. On peut parler ensemble de façon assez symétrique d'ailleurs dans l'équipe d'éducation thérapeutique. Le fait que chacun de nous puisse partager ce qu'il a vécu de la situation, ça permet en fait déjà de réguler, enfin déjà de mettre des mots sur ce qu'on a ressenti. Ça fait dédramatiser en fait. Savoir qu'on a le droit de ressentir, ça évite aussi d'être dans des passages à l'acte ou des choses qui pourraient être débordantes. Effectivement, les psychologues, on est là aussi pour soutenir nos équipes dans leur vécu émotionnel. Je sais quelque chose. Oui, m'aligne complètement là-dessus. Sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'émotion, nous soignants, si on n'est pas sur les émotions du patient et de la famille. C'est pour ça que j'ai énuméré un peu tout ça, parce qu'en regard de ça, on est impacté, nous, par ça. Vous avez les enfants, quand ils sont en pleine crise de douleur, qui vont nous dire à nous, sors, je veux plus te voir, tu es la plus mauvaise des infirmières, et on se prend ça en pleine figure, et quand les filles, ça fait 2, 3 mois, 6 mois qu'elles sont avec cet enfant-là, même si elles savent que c'est la colère et c'est la douleur, n'empêche qu'il faut digérer ça. Il y a parfois des larmes, il y a parfois des moments où c'est hyper émouvant, donc oui, on travaille, on essaie de prendre du temps pour parler de tout ça, pour désamorcer un peu, pour mettre du sens aussi sur qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que ça veut dire, et bien sûr qu'il faut créer cette distance avec ce qui vient d'être vécu. Mais, oui, il faut mettre des mots sur tout ça, mais je ne sais pas si on y arrive à chaque fois, puisque nous aussi, on a un travail à faire, nous aussi, en tant que psychologue. Donc là-dessus, on est très humble là-dessus, mais effectivement, c'est très, très important, tout ce travail pluridisciplinaire et essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et du coup, la temporalité aussi, puisque nous, on en parle beaucoup en hématologie, c'est est-ce qu'on y retourne maintenant? Est-ce que là, on attend un peu? Est-ce que les constantes, on laisse un peu? Parce qu'avec cet enfant-là, si on y retourne, ça va se tendre encore plus. Donc, c'est un peu tout ça aussi qu'on essaye de travailler, à la fois de digérer, de nommer l'émotion et puis d'essayer de voir du coup comment est-ce qu'on agit, est-ce qu'on réagit face à cela pour ne pas pour rester bienveillant, ça reste bien le conducteur à tous, et essayer d'être le plus constructif possible pour le patient et sa famille. Justement, quand on a préparé ces aspects-là, Yann et Cyril, et puis du coup, vous disiez en fait, Pauline, que finalement, l'outil prépare pas tant que, enfin, prépare à des émotions, mais pas tant que ça. Quand on est confronté à la réalité, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On parle beaucoup d'empathie, en fait, quand on est soignant. Et je sais que, voilà, on avait parlé d'empathie, sympathie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a parlé de posture du soignant. Pour aller un petit peu au-delà de ce sujet. Empathie, je vous conseille de lire un livre de Nicolas Danziger qui s'appelle Vivre sans la douleur. Nicolas Danziger, il est neurologue, il a beaucoup travaillé auprès de patients douloureux et des patients insensibles à la douleur. Et en fait, il a fait un travail très intéressant sur l'empathie des soignants face à la douleur. Et en plus, ça se lit vraiment facilement. Et je crois qu'il y a plein de vidéos qui présentent ce travail-là. Et en fait, il montre
enfin, il part de concepts neurologiques en fait qui sont les neurones miroirs. Donc, je vais pas bien expliquer, mais en gros, il dit que quand une personne en face de nous ressent une émotion, on la ressent, enfin, on a les mêmes neurones qui s'activent en miroir. Et en fait, il explique qu'il y a en fait des tas de freins à l'empathie. Parmi ces freins, il y a la différence de religion ou de couleur de peau qui entre en compte. Il y a aussi l'expérience du soignant. C'est-à-dire qu'un plus un soignant a de l'expérience, moins il a d'empathie. Je crois qu'il y a le sexe aussi qui rentre en compte. Et le dernier critère qui est hyper intéressant, c'est qu'il dit qu'en fait, plus un patient est douloureux, moins il va susciter d'empathie chez le soignant. Probablement par un effet de protection en fait, parce que être auprès d'un patient extrêmement douloureux, c'est très désagréable, ça peut même être déstructurant. J'avais travaillé en drépanocytose avant, et je me souviens les premières fois que j'allais dans les chambres, j'arrivais auprès d'enfants qui criaient de douleur. Et en fait, au début, je sortais systématiquement de la chambre en courant pour aller chercher une infirmière. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, je m'enfuyais de la chambre. Et en fait, il m'a fallu du temps pour pouvoir supporter juste d'être à côté. Et finalement, parfois, de même pas trouver quoi dire, mais que la simple présence à côté, ça a déjà un effet de soin. L'empathie, moi, effectivement, quand on avait préparé, parfois, j'ai un peu de réserve avec ce mot-là, mais comme j'en ai un peu avec l'écoute active, ou quelquefois, on met un peu beaucoup de choses dans ces mots-là et on pense que c'est un peu miraculeux. L'empathie, c'est pas si simple que ça à mettre en place et à travailler. Et souvent, avec l'empathie, on dit c'est se mettre à la place d'eux. Ce qui n'est pas ça du tout. Et du coup, moi, j'aime bien le mot accompagnement, en fait, tout simplement, parce que la racine latine, c'est pendo, pendis, pendere, ça veut dire tendre la main. Et dans tout ça, vous avez apprendre à rester. C'est exactement ce que vient de dire Eliane, et c'est pas si facile que ça d'apprendre à rester auprès des cris, auprès des pleurs, etc. Et pour rassurer peut-être ceux qui nous écoutent, c'est que les émotions, on le dit à nos enfants, enfin, nous, quelquefois, on nous appelle en tant que psycho, vite, vite, ils pleurent, ils crient. Oui, mais il y a aussi des émotions qu'on ne doit pas éteindre. Un enfant en colère est un enfant qui reste vivant. Et si la colère s'enlève, alors il n'y a plus de paravent et il s'effondre. Et donc, les émotions doivent aussi, elles ont raison d'exister, et les nôtres aussi, pour rassurer un peu tous ceux qui sont en formation. Si on n'en avait pas, ça serait extrêmement compliqué, et y compris les défenses qui doivent être travaillées, n'empêche qu'elles sont aussi protectrices pendant un temps. L'essentiel, c'est que ça ne demeure pas. Donc, voilà, les émotions, c'est aussi ce qui nous pétrit de ça, et c'est aussi très, très bien, quoi. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de nos émotions. Je pense qu'on n'est pas empathique si on n'est pas au clair avec nos émotions et si on n'accepte pas d'abord de ressentir et d'accueillir ce qui monte. On ne peut pas analyser ce qui se passe en nous si déjà on n'est pas dans cet accueil-là. Donc, les émotions, elles doivent être volontiers travaillées pour être un professionnel peut-être encore plus à l'écoute. Du coup, il y a Suzanne Hervier, puisque nous, on accompagne aussi des fins de vie, malheureusement, parfois. Il y a Suzanne Hervier qui parlait de « écouter mourir ». Et voilà, et je trouve que c'est écouter, dans l'écoute active ou dans tout ça, écouter mourir, écouter souffrir, écouter pleurer, derrière à écouter, mais d'abord s'écouter soi. Et on parlait, là, si Marine ou si Pauline veulent rajouter des éléments, on parlait du fait de tester la confrontation, la douleur, l'émotion de l'enfant qui est là lors d'un soin ou dans une situation particulière. Est-ce que voilà, c'est des choses que vous avez déjà vécues, auxquelles vous êtes déjà confrontés? Je pense que oui. Non, on est confronté à ça. On reste avec des enfants qui parfois sont gérer nos émotions. J'ai appris à gérer avec les années. Vous y a aidé du coup? Je pense que la bonne posture, c'est accompagner l'enfant, mais ne pas lui montrer qu'on est ou avoir sa douleur, juste être présent, le rassurer. Oui, ça s'apprend. Au début, j'aime un petit peu moins bien le fait que les enfants souffrent et on ne sait pas comment réagir. Puis après, on arrive à trouver les phrases, les gestes pour
compléter ce que disait Pauline tout à l'heure, quand elle nous a interpellés. Je ne comprends pas la télé, qui ou elle y fasse, mais dans la pratique quotidienne, vous disiez, avec le temps. Non, je pense que effectivement, moi, à l'école, on n'en a pas énormément parlé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en formation. Oui, pour dire que ça existe. Vraiment pour donner ce qu'il faut faire. Pour dire, il faut réagir comme ci, comme ça, mais juste pratiser. Ça va nous arriver à tout le monde. C'est quelque chose de normal. Adolescent, c'est plus un enfant, une autre évolution de la personnalité aussi, de la personne, les émotions, comment les je dirais qu'avec les adolescents, il faut du temps, d'entrer dans une relation. Ils n'ont pas toujours envie, pas toujours au premier abord. Il faut accepter qu'ils ne laissent pas forcément tout de suite en contact avec l'émotion. Et certains, ça ne fait pas non plus partie de leur communication, ils n'en ont pas forcément besoin. L'émotion, elle est vraiment ajustable en fonction du profil. L'adolescent a des fois quelque chose où il peut nous un peu avec l'émotion, ils n'ont pas forcément besoin dans l'instant. Il y a plusieurs choses auxquelles je voulais réagir, j'espère que j'ai tout retenu. Déjà, à l'IFSI, on nous parle souvent de juste distance, plus rarement de juste proximité. Et du coup, c'est de la seule façon dont on a déjà abordé un peu ce sujet de comment établir la relation avec le patient. Et justement, c'était ça que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en soi, on n'a pas besoin qu'on nous donne les clés directement, qu'on nous dise quand vous ressentez ça, il faut faire ci ou ça, mais plus effectivement de nous rassurer sur le fait qu'on va ressentir des émotions qui parfois seront fortes, qui parfois déborderont. C'est pas forcément grave, mais qu'il faut aussi savoir s'en détacher quand on est chez soi. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par qui, sur le fait que plus on avance en tant que soignant, moins on va être empathique, je crois, c'est tout. Et j'ai une toute petite expérience avant les filles dans le circuit préhospitalier. Et justement, quand j'y suis arrivée, rapidement, il y a des choses qui m'ont heurtée. En plus de ça, quelques mois après que j'ai commencé, c'était la première vague Covid. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans le hospitalier. Et rapidement, justement, je me suis fermée à ces émotions. Sauf qu'en fait, je pense que c'est pas qu'on les ressent plus, c'est qu'on les enferme. Et il y a un moment où elles explosent. Et du coup, moi, elles ont explosé à mon arrivée en IFSI parce que c'était moins carré et il fallait moins faire les choses directement que dans le circuit préhospitalier. On laissait quand même un peu plus de place, on posait un peu plus de questions sur la façon dont je ressentais les choses, etc. Et du coup, ça a été, je me suis dit, oh là, il va falloir essayer de trouver ces marques et de rééquilibrer les choses à peu près. Et je pense que c'est extrêmement important justement de ne pas se blinder comme ça au fur et à mesure de son avancée dans sa carrière, dans sa pratique, parce que justement, je pense que le fait qu'on ressente des émotions, ça se ressent chez le patient. Enfin, le patient le ressent, quel qu'il soit, qui qu'il soit et quel que soit son âge, et que du coup, ce sera aussi extrêmement important dans la prise en soin. Tout à l'heure, on parlait de rester, justement, et je sais que j'ai eu l'expérience plusieurs fois d'un soin avec notre fils ou même seul dans la chambre d'un patient, et d'être face à un patient qui ne voulait pas particulièrement me parler de ce qui n'allait pas, même quand j'essayais de me poser des questions. Et souvent, j'ai juste le réflexe de prendre leurs mains pendant que je fais le soin. Et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Et même si moi, parfois, ça peut aussi me faire ressentir des choses. À certains moments, je me dis, bon, là, ça fait 15 minutes que je suis dans la chambre. Je sortais un petit peu et que je demande à quelqu'un de venir m'aider pour ne pas être complètement seule face à la situation. Parce que justement, on aborde un peu la question des ressources. On a vu comme quoi le travail en équipe est extrêmement important, le soutien, l'accompagnement. Quelles sont les autres ressources possibles
on se sent un petit peu envahi par ces émotions, soi-même, on a tout le droit en tant que soignant d'être aussi en difficulté par rapport à une situation. Quelles sont les ressources dont on dispose en fait finalement? Entre nous, en équipe, entre soignants, on en parle beaucoup. Et ça, je pense que c'est hyper important. Après, on a effectivement nos psychologues qui sont dans le service et qui sont à l'écoute. Je sais que j'ai déjà parlé avec Eliane un jour où effectivement ça n'allait pas et qu'il fallait qu'on se livre, qu'on en parle. Et effectivement, bon, je vois que ça comme ressource, en tout cas pour l'instant, d'en parler entre nous et aux psychologues, voilà. En tout cas, c'est hyper. En fait, on sait qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut en parler et qu'on a le droit de craquer, on a le droit de ressentir des choses, on a le droit d'être énervé, d'être triste, d'être joyeux aussi, parce que ça arrive aussi quand même. On est joyeux aussi des fois, quand les patients vont bien et qu'ils s'en vont. C'est des bonnes nouvelles. Mais oui, d'en parler entre nous, en tout cas, en fait, on sait qu'on n'est pas tout seul. On est soignant, certes, on est une personne, mais on est une équipe avant tout et l'équipe est hyper importante dans notre métier. Ça, c'est quand on est à l'hôpital. Et après, en fait, Les poussières d'émotions, elles peuvent nous accompagner au-delà du vestiaire quand on rentre chez soi. Et on peut avoir un peu plus de temps pour s'en détacher ou autre. Et donc, on a aussi des ressources extérieures à l'hôpital. À quoi vous penseriez là? Je crois que vous aviez envie de... je disais qu'en fait, avec le temps, on développe des stratégies d'adaptation qui sont propres et personnelles. Après, bon, j'ai eu ma période où je sortais beaucoup après le travail. Pour justement, gérer toutes ces émotions. Après, forcément, en prenant de l'âge, ma vie a évolué avec ma vie de famille et tout ça. Donc, justement, me reposer sur mes proches et aussi trouver des loisirs et des moyens extérioriser. Voilà, par exemple, je pratique le rugby. Ça fait un moment que je dois arrêter. Ça fait un moment que j'arrête pas parce que justement, j'y arrive pas et que ça m'aide. Voilà une ressource personnelle tout à fait intéressante. C'est après à chacun aussi de construire sa vie en dehors de l'hôpital avec des ressources qui lui conviennent. Certains, ça sera le sport, d'autres, ça sera la musique, d'autres, ça sera les cuisines, d'autres, ça sera les voyages. Donc, il y a tout un tas de... Peut-être dire aussi que même nous, les psychologues à l'université, on ne nous a jamais, avec le transfert, le contre-transfert, attention à ci, ne vous approchez pas, ne touchez pas, voilà. Donc nous aussi, on nous a appris à ne pas être trop sensible, à ne pas trop voir les émotions comme ça. Heureusement qu'on ne respecte pas ça parce qu'on ne soutiendrait pas grand monde. Voilà. Après, vous avez des très très belles théories, des très beaux travaux sur justement l'éthique de la caresse, l'éthique, tout ce qui est doser la proximité pour ne jamais être ni effractant pour le patient ni pour vous-même dangereux. En fait, l'émotion, de toute façon, là, on voit bien, on commence à toucher le personnel, la vie personnelle. On vient travailler aussi avec ce que l'on est, avec ce que l'on traverse. Vous avez des émotions aussi que l'enfant traverse ou que les parents traversent qui ressemblent à des pans de votre vie. Et du coup, ça peut vous rattraper avec fracas. Donc, on en revient au travail absolument nécessaire de travailler sur soi, de bien se connaître soi. Donc, on est là en présentiel, bien sûr, mais à l'extérieur, bien sûr, de toute façon, on devrait aller chez le psychologue comme on prévoit d'aller voir le coiffeur une fois par mois. Ou voilà. Ça devrait être un travail absolument nécessaire pour bien se connaître soi, se réajuster parfois. Parce que je trouve qu'on réagit quand même mieux, on fait mieux face quand on reconnaît l'émotion et quand on se connaît parce qu'on sait très bien comment d'habitude on réagit à telle ou telle émotion. Donc, ça demande une connaissance de soi et là, on touche le personnel. Et c'est pour ça qu'à l'IFSI, à l'université, c'est pour ça que tout ça ne nous est pas vraiment enseigné, parce que c'est aussi vie dépendante. Alors, à ce stade, est-ce qu'on a des questions en fait, des étudiants qui sont sur le chat? Complémentaire, bonjour, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. Donc, le sujet n'est pas assez abordé durant les études. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'études sur ce sujet en février. Justement, c'est un moyen finalement, de pouvoir aller plus loin en fait, sur le sujet. Si on avait des conseils à donner en fait, pour les futurs professionnels ou les étudiants qui se lancent dans le métier, quels seraient-ils? Rester soi-même. Rester soi-même, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on n'a pas d'émotions. On ressent toutes et tous des choses.
Après, il faut réussir à faire la part des choses. Et je pense, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment une barrière. Beaucoup de mes proches savent que je travaille à l'hôpital avec les enfants malades. Et beaucoup me disent, je ne sais pas comment tu fais, comment tu arrives à gérer les douleurs, à gérer les maladies, à gérer parfois les décès. Et c'est vrai que après, ce métier, on l'a choisi, la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que oui, après, on se crée une barrière. Et une fois on dépose la blouse, on laisse nos émotions sur l'hôpital, pas forcément tout le temps, parce qu'il y a forcément des situations qui malheureusement nous rattrapent et on y pense quand même quand on rentre chez nous, ce qui est quand même normal, parce qu'on est avant tout des êtres humains et c'est normal. Mais je pense que oui, il y a quand même une barrière et ce métier, on le fait par passion. Et, Marie, je voyais réagir par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord, mais après, je pense que j'ai perdu le fil. Oui, non, mais j'étais d'accord parce que c'est vrai qu'on a très souvent ces commentaires-là de oh là là, je ne sais pas comment tu fais, c'est tellement triste. Alors que là, on parle des émotions de tristesse, mais on a énormément d'émotions de joie. Et il y a beaucoup dans les services, il y a beaucoup d'humour. Et je pense que d'ailleurs, ça aide beaucoup à gérer les émotions de tristesse, de passer par l'humour et cette atmosphère un peu triste. Mais non, c'est pas que triste, c'est joyeux. Alors, on arrive à la fin du live. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter en quelques mots les uns et les autres? 3 petites choses rapides, après je me tais. Moi, je prends les émotions tristes. Je pense que en fait, c'est la vie, quoi. On accompagne la vie, on n'accompagne pas la mort, on accompagne la vie jusqu'à la fin, on accompagne la vie et ses étapes parfois difficiles. On grandit, on vieillit, on meurt, et au milieu de tout ça, il se passe plein de choses. Donc, ça reste la vie qu'on accompagne et non pas la maladie ou la tristesse. On ne fait pas que ça. La deuxième chose, c'est qu'il y avait René Caës qui disait de la masse parlante à la parole singulière. Je crois que vraiment, finalement, tout au long de notre carrière, je trouve qu'on arrive à se trouver au fur et à mesure et à savoir un peu plus qui on est. On fait partie d'une équipe, d'un groupe, mais au final, il faut arriver à se connaître en termes d'identité professionnelle. Et puis, peut-être aussi, puisque vous parlez des ressources, une solution qu'on essaye parfois de faire, c'est aussi de penser le corps, c'est-à-dire PEN, pas que de le penser PN, de réfléchir un peu sur tout ce qui se passe autour de ce corps-là. Je trouve que ça permet aussi parfois un peu de prendre du recul, de simplement être dans l'acte, mais aussi un peu dans cette réflexion-là. Alors, comme nous aimons aussi mettre en valeur le travail des étudiants, moi, je vous recommande la lecture d'un mémoire de Faletti, qui a été soutenu l'année dernière par un étudiant à l'IFSI, à Villeneuve. Son mémoire s'intitule L'émotion au corps du soin. Il est rédigé par Léontine Rascol et je vous recommande sa lecture. Alors, nous arrivons au terme de ce rendez-vous mensuel avec les étudiants et les jeunes professionnels. Merci pour votre présence et vos témoignages. C'était très agréable. Et merci à nos étudiants de nous avoir prêté attention. Au revoir, bonne soirée. Un live le mardi 12 décembre. 13 décembre. 13 décembre. À très bientôt. À très bientôt.